Des engagements pour faire de la RDC la première puissance agricole en Afrique ont été pris à l'issue du forum DRC Agribusiness qui a fermé ses portes jeudi. L'objectif était de transformer l'agriculture de la RDC afin de faire face à l'insécurité alimentaire. L'humanité célèbre le 6 octobre de chaque année la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Elle a pour but de sensibiliser sur cette déficience motrice la plus courante chez l'enfant. Cette maladie touche 17 millions de personnes dans le monde. Et puis l'ancien président et père de la révolution burkinabé Thomas Sankara a été élevé au rang de héros de la nation par le gouvernement de la transition. Une élévation qui vise, d'après les autorités, à pérenniser les valeurs cardinales qui fondent la République. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Des combats se poursuivent depuis près d'une semaine déjà entre le groupe d'autodéfense dit Wazalendo et les rebelles du M23 au Nord Kivu, précisément dans le territoire de Massissi. Ces dernières heures d'intenses affrontements ont été signalés dans cette partie du pays. D'après les sources locales, les Wazalendo ont réussi à récupérer des places jadis occupées par les terroristes du M23. On voit cela dans ce commentaire de Nathan Diamouete. Ce jeudi, le M23, à travers des moyens de communication, a informé sur le contrôle de la cité de Kichanga par les FARDC. Selon ces rebelles du M23, ceci relève une violation des cessez-le-feu partant de l'accord signé de la feuille de route de Luanda en vue de maintenir la paix dans cette partie de la RDC. Juste après cette annonce du M23, les forces de la République démocratique du Congo, via son porte-parole dans la province du Nord Kivu, a averti les rebelles dans un communiqué qui s'aventure à tenir des déclarations démontrant préalablement leurs attaques aux différentes positions des FARDC, un amusement qui leur coûtera cher, car selon ces mêmes communiqués, l'armée congolaise est plus que prête et déterminée à parer à toute éventualité. Les informations qui proviennent de Kichanga démontrent à suffisance qu'aucun groupe d'autodéfense ne s'est approché de cette cité qui est depuis un moment contrôlée par les troupes burundaises de la force régionale de l'EAC. Quant aux FARDC, face à toutes ces critiques de la part de la population civile, elle continue moins encore à camper sur la décision de respecter le cessez-le-feu. Depuis les premières heures, les activités ont tourné normalement comme d'habitude, les écoles ont fonctionné, les boutiques sont ouvertes et tout le monde vague à ses occupations respectives à Kichanga. Notons que les gouvernements congolais continuent de rappeler les rebelles du M23 à suivre les processus des précantonnements et cantonnements avant d'être démobilisés, sans laquelle volonté tous les moyens contraignants seront mis en place afin de libérer toutes les zones des Rutshuru, Massissi et Nyiragongo qu'ils occupaient. Et puis le centre de négoce de Moussampo dans la province du Lualaba est enfin opérationnel. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le chef de l'État. Par la même occasion, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé la 7e édition d'Expo Béton. Il a ensuite donné le coup d'envoi de la première édition du salon minier du Lualaba. C'était en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Le président de la République a présidé la triple cérémonie de l'inauguration du centre de négoce de Moussampo, la clôture de la 7e édition de l'Expo Béton RDC et l'ouverture officielle du salon minier du Lualaba. Dans ce mot de bienvenue, la gouverneure de province a relevé les motivations qui ont mené à la mise en œuvre du projet de ce centre d'échange et de commercialisation des produits issus de l'exploitation minière artisanale dans le strict respect de la loi en la matière. Une première de répondre à l'appel du chef de l'État qui veut que son peuple du Lualaba jouisse réellement de ses richesses. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, bienvenue au Lualaba. Karibu sana hapa kwetu, kwako, kwetu, kukolwezi na kuLualaba. Ces centres constituent un étalon de mesure en matière de poids et de teneur de produits. Il sera le tribunal entre acheteurs et vendeurs de produits miniers au Lualaba en cas de désaccord. Le directeur de Mining Engineering, l'entreprise qui en est le maître d'ouvrage, a présenté les différents compartiments que dispose le centre de négoce et qui vont concourir au bon fonctionnement de ce centre d'échange. Le ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a placé son allocution sur la formation en arts et métiers qui constitue le levier moteur pour l'émergence de la classe moyenne. Placé sous le thème Lualaba, Kolwezi, Eldorado du corridor sud RDC SADC,
Cette édition du Salon de développement des villes et des zones économiques spéciales a débouché sur des recommandations qui ont été lues, séance tenante par le président du comité d'organisation du Expo Béton RDC, Jean-Bamani Sassaïdi. Le directeur général de la RSP, Miguel Katembe, a peint le tableau d'un schéma illustratif qui présentait des millionnaires issus des résultats de la sous-traitance à travers le monde, en confirmant que cela est également possible en RDC grâce à la place de choix qu'accorde le président Tshisekedi au domaine de la sous-traitance. Antoinette Samba Kalambay, ministre des Mines, a au cours de son allocution accueilli à bras-le-corps la mise en service de ce centre de négoce sous les auspices du chef de l'État. Elle a également rappelé les directives phares relevant du code minier qui doit être de stricte observance durant les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Le président Tshisekedi a déclaré close la 7e édition d'Expo Béton RDC et lancé solennellement les travaux de la première édition du salon minier du Lualaba. Je déclare close la 7e édition d'Expo Béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Lualaba. Je vous remercie. S'en est suivi la visite des stands des différents exposants. Et puis adoption de la proposition de loi portant création de l'ordre des environnementalistes. Il s'agit d'une initiative de la députée nationale et questeur Angèle Tabou. Cet élu souhaite par cette loi que l'État congolais assure la surveillance continue de la gestion de l'environnement par des alertes sur des comportements non durables dans la gestion des déchets municipaux. Dans l'économie de la présentation de sa proposition de loi, la députée nationale indiquait que la République démocratique du Congo regorge d'une diversité des facteurs écologiques et de ce fait, elle constitue le deuxième poumon écologique mondial par ses ressources naturelles. Son rôle dans le maintien de l'équilibre global de l'environnement est indéniable seulement. Il est inquiétant d'observer à ces jours l'apparition brusque des problèmes environnementaux cruciaux du monde, notamment l'apparition simultanée de certaines maladies, le changement climatique, l'augmentation de la température ou effet de serre, pluie acide, pollution des eaux, le charlatanisme de la pratique environnementale, l'absence du principe des pollueurs-payeurs, l'absence de monitoring dans la pratique environnementale. Avec le nombre croissant des personnes qui se font appeler environnementalistes, qui n'ont pas reçu des formations de base en environnement. On assiste à une baisse de l'éthique, de la déontologie et de l'intégrité de certains professionnels du monde. Il est donc temps d'agir et de penser autrement pour une gestion raisonnable et responsable de l'environnement dans la globalité en République démocratique du Congo. De son point de vue, l'ordre national des environnementalistes est un cadre idéal où se trouvent tous les médecins dans l'espace environnementaliste diplômés des universités qui savent comment orienter et planifier cette problématique pour un cadre approprié des vies et du bien-être. La mise en place de l'Ordre national des environnementalistes, conformément à l'article 202 de la Constitution, s'avère un atout majeur et nécessaire. L'appui de toute la communauté nationale. L'Ordre national des environnementalistes permettra également d'appuyer le gouvernement dans la prise des décisions pour la vente, la taxation et les récollements de produits environnementaux. Après débat général sur cette initiative législative, la proposition de loi est déclarée recevable par la plénière et envoyée à la commission permanente PAJ. Transformer l'agriculture de la République démocratique du Congo afin de faire face à l'insécurité alimentaire, c'est l'une des finalités du forum DRC Agribusiness qui s'est clôturé jeudi. Pendant 2 jours, les gouvernements et des experts ont échangé et pris des engagements pour faire de la République démocratique du Congo la première puissance agricole en Afrique. Après avoir analysé et étudié les opportunités qui représentent l'agriculture de la RDC, les participants venus de divers horizons ont formulé 18 recommandations visant essentiellement la mobilisation des ressources pour booster et promouvoir les développements agricoles et assurer la croissance économique. À l'issue de ces assises, une task force sera mise en place, question de permettre aux experts, investisseurs et à la RDC d'appliquer ces 18 recommandations et atteindre ainsi l'autosuffisance alimentaire. Lors des différents panels, nous avons pu découvrir des multiples opportunités
opportunités qu'offrent les territoires de la RDC. Nous avons ici discuté des opportunités dans les différentes filières. Ces discussions ont permis de mettre en lumière les potentiels extraordinaires, les potentiels que nous avons et que nous cessons de dire que les gouvernements voudraient transformer en action concrète pour le développement de notre secteur agricole. Tous les pays qui ont connu une émergence sont passés par cette révolution agricole, agraire. Nous n'allons pas y échapper, nous ne pouvons pas y échapper. Et lorsque nous parlons d'émergence, au lieu de parler de pensée mine, il faut d'abord penser à l'agriculture. Au cours de ces travaux, la GECAMINE et la société marocaine ont signé un protocole d'accord pour le développement d'une ferme commerciale de 1000 hectares. Pour stimuler les secteurs agricoles, la Banque africaine de développement va octroyer au gouvernement congolais une enveloppe supplémentaire de 650 millions de dollars américains. Dans le même registre, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a animé un important panel à ses assises, a expliqué les innovations de la nouvelle loi sur l'agriculture. Plus de détails dans ce reportage. Invité à ces assises qui réunissent autour du gouvernement les acteurs du secteur privé et les partenaires internationaux en vue de proposer des solutions pouvant stimuler la production agricole et des opportunités d'affaires, Modeste Bahati Lukwebo a, sous sa casquette de président du Sénat et auteur de la nouvelle loi sur les principes fondamentaux de l'agriculture, éclairé la lanterne des participants lors du panel qu'il a lui-même animé à cette occasion. Bahati Lukwebo a soutenu que l'ancienne loi qui était promulguée en 2011 ne favorisait pas un bon climat d'affaires et pour le speaker de la Chambre haute du Parlement, la nouvelle loi qu'il a initiée et qui est déjà votée au Sénat vise à créer des conditions favorables afin d'ouvrir cet important secteur aux investisseurs et de concrétiser la diversification de l'économie congolaise comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Parmi les innovations de la nouvelle loi figurent les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les investisseurs du secteur agricole. La première loi disposait qu'il faut que ce soit nécessairement les Congolais qui soient majoritaires, même quand ils n'ont pas apporté le capital majoritaire. Il y a beaucoup de taxes et la fiscalité plombait le secteur de l'agriculture. Là aussi, la proposition, c'est de ramener au strict minimum la fiscalité. Il y en a qui avaient des concessions agricoles, mais qui les gardaient, les contemplaient, mais ne les mettaient pas en valeur et aucune sanction n'était prévue. En présence du président de l'Assemblée nationale Christophe Mosso, qui était également invité à ces assises, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Agriculture, a exhorté la Chambre basse du Parlement à se pencher en seconde lecture sur cette loi avant la fin de la législature en cours, afin de doter le pays de l'instrument juridique qui va lui permettre de développer rapidement ce secteur crucial de la vie nationale. En bref et en images, les pasteurs de l'église La Compassion, Marcelo Tunasi et l'artiste musicien Félix Owazekwa sont invités ce vendredi au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour une séance de travail. Bien que les deux invitations du CESAC restent muettes, il est possible que la polémique née des propos du pasteur Tunasi au sujet des regrettées icônes de la rumba congolaise Papa Wemba et Kester Emenea soit au menu des échanges. Et concernant l'artiste musicien Owazekwa, ces derniers réclamaient un débat public avec Marcelo Tunasi après avoir exprimé son indignation face aux propos jugés irrespectueux envers la mémoire de Papa Wemba et Kester Emenea. Le monde célèbre le 6 octobre de chaque année la journée mondiale de la paralysie cérébrale dans le but d'expliquer au grand public en quoi consiste cette maladie, mais quelles en sont véritablement les causes. On voit cela dans ce récit de Héritier Ntamboa. Selon les spécialistes contactés, les causes sont principalement les cas d'infection ou des maladies pendant la grossesse, de grande prématurité ou d'accouchement difficile, ou encore de maladies pendant les premiers mois de la vie de l'enfant. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 17 millions de personnes dans le monde sont atteintes de paralysie cérébrale. Chaque année, 350 000 nouveau-nés sont diagnostiqués avec cette affection, ce qui représente près d'un cas sur 500 naissances selon l'OMS.
l'OMS. Les spécialistes en la matière désignent la paralysie cérébrale, souvent abrégée en PC, comme un groupe de troubles permanents affectant les mouvements et la posture. Ceux-ci sont causés par des anomalies ou des lésions sur un cerveau en développement. Cette journée mondiale de la paralysie cérébrale, célébrée le 6 octobre, offre une occasion unique de sensibilisation, d'échange et d'action. Plusieurs sources indiquent que cette journée a été lancée en 2012. Elle est organisée tous les ans le 6 octobre. Son but est d'expliquer au grand public en quoi consiste cette maladie afin d'échanger les regards portés sur les personnes touchées, de développer des projets et de trouver des financements pour la recherche. Dans la province de la Chopo, une délégation du ministère de l'Urbanisme et Habitat a été reçue en audience par Norbert Lokula, ministre provincial de l'Intérieur assumant l'intérim de la gouverneure de province. Objectif, organiser l'atelier interprovincial de 2 jours sur le projet de code de l'urbanisme et de construction. Conduite auprès du gouverneur intérimaire Norbert Lokula Lolisambo par le chef de la division provinciale de l'urbanisme Chopo, Didier Bassomboli, cette délégation du ministère de l'Urbanisme et Habitat venue de Kinshasa annonce à l'autorité provinciale la tenue de l'atelier interprovincial de 2 jours sur le projet de code de l'urbanisme et de construction. Vous le savez très bien qu'il y a une adéquation avec la loi existante qui est le décret de 1957. C'est comme ça que nous sommes à Chopo pour venir accueillir les différents avis et considérations de la population de ces différentes provinces, de façon qu'au niveau du dernier atelier de validation de ce projet, que nous puissions prendre en compte le point de vue de toute la population à travers la République. Nous avons expliqué au gouverneur intérimaire les tenants et les aboutissants de cet atelier. Occasion pour Kweso Charles, chef de la dite délégation, de remercier le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabi Lumbayo, d'avoir songé à cette initiative qui devra assainir son secteur. Très intéressé par ces projets, Norbert Lokula Lolisambo, au nom de l'autorité provinciale en mission, promet son accompagnement pour la tenue de cet atelier. Au cours de ces derniers, plusieurs thématiques seront abordées, notamment la fluidité et le mode de circulation dans la Grande Orientale. En Afrique, le gouvernement du Burkina Faso a décidé d'élever l'ancien président et père de la révolution burkinabé Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Il fut tué, vous le savez, le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État. D'après les autorités de la transition, cette décision a été prise dans le but de pérenniser les valeurs cardinales qui fondent la République. Nous la gardons notre musée, nous acceptons de nous reconnaître comme tels. Selon les porte-paroles du gouvernement burkinabé, cette reconnaissance fait suite à l'adoption en juin 2022 de la loi portant statut des héros de la nation et du décret portant création de la Commission nationale d'analyse et des suivis des dossiers des héros, de martyrs et d'invalides de la nation. Cette loi vise à rendre hommage aux Burkinabés s'étant distingués par leur bravoure exceptionnelle pour la défense d'une cause nationale ou leur prouesse exceptionnelle et honorable pour la nation. Le 15 octobre 2023, cela fera 36 ans que le président du Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, est tombé sous les balles. La consécration du statut des héros de la nation à Thomas Sankara vise à pérenniser les valeurs cardinales qui fondent le Burkina Faso, à justifier les gouvernements. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous préférons un pas avec les peuples qui disons sont les peuples. Telles sont quelques citations de Thomas Sankara. Chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Et puis en Russie, la question du décès du patron de Wagner, Evgeny Prigojine, a refait surface. Le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé jeudi lors du Forum international de Val-d'Aï que des morceaux de grenades ont été retrouvés dans les corps des victimes du crash en août de l'avion de Prigojine qui n'a pas subi d'impact extérieur. C'est ce qu'a fait savoir au président russe le chef du comité d'enquête.
Plus d'un mois après les crashs mortels du jet privé d'Evgeny Prigojine, l'enquête donne des premiers résultats en Russie. Le président russe l'a affirmé jeudi 5 octobre que des fragments des grenades ont été retrouvés dans les cœurs des victimes de la catastrophe aérienne. Vladimir Poutine a également précisé en marge du Forum international des Valdaï qu'il n'y a pas eu d'impact externe sur l'avion avant les crashs. Le président russe s'est basé sur un rapport qui lui a été remis il y a quelques jours par les chefs du comité d'enquête. Le patron du groupe paramilitaire Wagner est décédé le 23 août dernier dans les crashs de son jet privé qu'il est transporté de Moscou à Saint-Pétersbourg aux côtés de certains de ses lieutenants. Evgeny Prigojine était tombé en disgrâce et considéré comme un traître par Vladimir Poutine pour avoir orchestré une mutinerie le 23 juin. Le président russe avait donné à Prigojine et ses combattants les choix de rejoindre l'armée régulière, de s'exiler au Biélorussie ou de retourner à la vie civile. Les enquêteurs russes n'ont pas dit s'ils privilégiaient la piste d'un assassinat, d'un problème technique ou d'une erreur humaine, et la seule enquête ouverte jusqu'ici vise des faits de violation des règles de sécurité aérienne. Alors que l'Ukraine et les Occidentaux suspectent une vengeance du Kremlin, une thèse que Moscou rejette. Le ministre des Sports et Loisirs a constaté jeudi les dégâts causés au stade Tata Raphaël par les supporters lors du derby quinois ayant opposé mercredi 4 octobre à la SV Club au Daring Club Motema Pembe 0 contre 1. Des fortes décisions sont attendues dans les prochains jours selon le patron des sports en République démocratique du Congo. Accompagné du secrétaire général au sport et de la gestionnaire du stade Tata Raphaël de la Kétuile, le ministre des Sports et Loisirs est descendu dans cette installation sportive pour s'enquérir de la situation après les dégâts causés lors du grand derby quinois. La délégation commence sa ronde par le gymnase nouvellement construit, dédié au tennis. Ici, les dégâts sont plus que visibles. Une bonne partie des vitres et caillassées donne une image de désolation. Elle va par la suite inspecter l'intérieur du stade de football. Une nouvelle fois, le constat est amer. Déçu de ces actes, François Kaboulo-Moana Kaboulo s'est senti touché au plus profond de lui après les multiples efforts fournis par le chef de l'État pour réhabiliter ses cadres. Ça avait beaucoup de regrets et de tristesse. Nous venons nous rendre compte de dégâts qui ont été causés par les supporters. Je rappelle ici que le président de la République, chef de l'État, a insisté pour que les installations nouvellement réhabilitées et construites soient conservées. Des décisions draconiennes seront prises contre les fauteurs de ce trouble, a dit le ministre des Sports et Loisirs. Moi je dis que c'est le problème de sanctions. Au niveau de la Confédération africaine de football, au niveau de la FIFA, ils ont compris que les hooligans, il faut les sanctionner. Les mesures pour dissuader les hooligans sont prises sans complaisance. Il y a des supporters qui ne remettent plus les pieds au stade parce qu'ils ont été identifiés comme des meneurs. Tous les meneurs là doivent être traqués et sans pitié. Le problème de sécurité persiste lors de matchs de la Ligue nationale de football et nécessite une intervention des autorités compétentes afin d'éradiquer ces phénomènes qui battent son plein dans le milieu sportif congolais. Et puis les œuvres d'art sont actuellement en voie de disparition en République démocratique du Congo. La vente ne se fait plus comme auparavant, une situation qui pourrait mettre en mal justement le secteur culturel congolais. Nos reporters étaient sur le terrain pour effectuer le constat. L'art étant un regroupement des œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public, disparaît depuis un certain temps dans la ville-province de Kinshasa. C'est à l'espace d'art dans la commune de Limete, sur la 6e rue, où sont exposées ces œuvres d'art. Les différents articles sont souvent fabriqués avec un mélange des sables, les fils de raffia, du bois ainsi que de la peinture pour embellir. Malgré leur charme particulier, ces œuvres d'art ont perdu de l'ampleur, elles ont perdu de l'importance aux yeux des Congolais. Les choses ont changé, elles ne sont plus comme avant. L'art a perdu de la valeur, une baisse des ventes est observée de plus en plus. Selon Michel Inchendi, un des sculpteurs trouvés sur place, ce sont les clients qui décident du prix des articles après des négociations confuses. Il signale ainsi une crise artistique.
L'œuvre d'art n'a pas de prix fixe. Cela varie selon les négociations confuses de l'article choisi. Il poursuit également que la vente évoluait de mieux en mieux lors du tourisme des expatriés. La vente n'est pas fiable parce qu'il n'y a pas la visite des hommes blancs au marché. Et quant aux rumeurs qui parcourent les rues congolaises, notamment sur les articles d'art qui sont considérés comme étant des outils qui servent des cérémonies occultes, les formateurs et sculpteurs Chama Kouete Nicolas a apporté une lumière. Notons que cette non-considération de la valeur des œuvres d'art suscite une crise dans la culture congolaise, mais également dans le savoir-faire de ces artistes. La République démocratique du Congo et l'Égypte ont scellé jeudi à Kinshasa un partenariat visant la promotion de la culture congolaise dans l'espace maghrébin. Cet accord conclu entre la Chambre de commerce et l'industrie liant les deux pays avec la compagnie Théâtre des Intrigants prévoit notamment de nombreuses activités allant de la formation sur les arts de la scène et des prestations dans différents festivals. Promouvoir les cultures des peuples égyptiens et congolais, c'est l'objectif de ce partenariat conclu entre la Chambre de commerce et de l'industrie RDC Égypte avec la compagnie Théâtre des Intrigants. L'accord va permettre à la RDC de vendre sa culture sur la terre des pharaons. Pour la signature d'un protocole d'accord entre la Chambre des commerces et d'industrie RDC Égypte et la compagnie des Théâtres des Intrigants. Cet accord, comme vous le savez, c'est la compagnie des théâtres des Intrigants, comme vous le savez, qui aujourd'hui est âgée de 41 ans. Nous voulons profiter de cette expérience-là, parce que la compagnie parle de la culture de notre pays, la RDC. Nous voulons que cette compagnie parle aussi de cette culture, des valeurs culturelles congolaises, africaines aussi, en Égypte. Et pourquoi pas au Moyen-Orient, parce que l'accord lie les deux pays, l'Égypte et la RDC, et au-delà, c'est l'Afrique et le monde arabe. Pour le directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants, cet accord qu'il qualifie d'inter-africain est une opportunité de visibilité pour l'art de la scène congolaise. Pour nous, cet accord, c'est véritablement un partenariat inter-africain, un partenariat qui va nous permettre de booster nos activités et de pouvoir permettre aux artistes égyptiens de venir chez nous et de nous faire connaître leur expérience. Formation sur les arts de la scène et production scénique dans les différents festivals sont les activités prévues dans cet accord favorable à la promotion des valeurs culturelles congolaises, le plus souvent copiées par d'autres pays de la région centre du continent. Place à présent au rappel des titres. Des engagements pour faire de la RDC la première puissance agricole en Afrique ont été pris à l'issue du forum DRC Agri-Business qui a fermé ses portes jeudi. L'objectif était de transformer l'agriculture de la RDC afin de faire face à l'insécurité alimentaire. L'humanité célèbre le 6 octobre de chaque année la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Elle a pour but de sensibiliser sur cette déficience motrice la plus courante chez l'enfant. Cette maladie touche 17 millions de personnes dans le monde. Et puis l'ancien président et père de la révolution burkinabé Thomas Sankara a été élevé au rang de héros de la nation par le gouvernement de la transition, une élévation qui vise, d'après les autorités, à pérenniser les valeurs cardinales qui fondent la République. On va prendre la revue de presse à présent. Place à présent à la revue de presse et c'est avec Madame Joëlle Isselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, premier sujet, à l'Assemblée nationale, les élus ont voté donc à l'unanimité la loi portant création de l'ordre des environnementalistes, sujet à la une de votre revue de presse de ce vendredi. Effectivement, Christian Kalonji, la proposition de loi portant création de l'ordre des environnementalistes en République démocratique du Congo a été déclarée recevable jeudi à l'Assemblée nationale après son examen
par la plénière, rapporte l'agence congolaise de presse. Et puis dans ses colonnes intérieures, ces médias renseignent que lors de la présentation de l'économie de cette proposition de loi, son auteur, la députée nationale Angèle Tabou-Makoussou, a révélé la diversité des facteurs écologiques dont regorge la République démocratique du Congo, qui fait de ce pays le deuxième poumon écologique mondial par ses ressources naturelles, biologiques, minérales et énergétiques exceptionnelles. Et dans son allocution, l'initiatrice de cette proposition de loi réaffirme que la RDC joue un rôle très important dans le maintien de l'équilibre global de l'environnement, complète 7sur7.cd. Cependant, cet élu du peuple s'inquiète de l'apparition de certaines maladies dues à la pollution de l'environnement. Alors le second sujet que vous avez retenu, en Russie, Poutine assure que les corps du chef des Wagner, Evgeny Prigojine, de sa guerre de rapprochée, avaient des morceaux de grenade. Tout à fait, Christian Kalonji, expliquant c'est basé sur un rapport. Le président russe affirme que l'avion n'a pas reçu d'impact externe avant de tomber, à en croire Mediacongo.net. Plus d'un mois après le crash mortel le 23 août du jet privé d'Evgeny Prigojine, l'enquête a donné les premiers résultats en Russie. Le président russe l'a affirmé jeudi 5 octobre. Des fragments des grenades ont été retrouvés dans le corps des victimes de la catastrophe aérienne. Et toujours dans ce rapport qui lui a été remis il y a quelques jours par le chef du comité d'enquête, le président russe précise que Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, est mort dans l'accident de son avion qui le transportait de Moscou à Saint-Pétersbourg avec certains de ses proches, et 10 personnes ont perdu la vue dans ce crash. Voilà qui met fin à notre revue de presse. Je vous remercie, Joël, de votre présentation. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin totalement à ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi de partout dans le monde. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.